Culture, nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Nutrition, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs de la nutrition. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir ce qu'on pourrait appeler un multi-entrepreneur de la nutrition en la personne d'Anthony Berthoud, puisque Anthony est à la fois créateur d'une marque de compléments alimentaires, auteur de différents livres, intervenant dans différentes conférences, créateur de différents outils digitaux au service de la nutrition. Vous avez forcément déjà vu Anthony dans les médias puisqu'il intervient régulièrement sur le thème de la nutrition, y compris dans des médias grand public. Il est notamment nutritionniste référent pour l'application Yuka, que tout le monde connaît également, mais aussi de beaucoup d'autres choses que l'on va découvrir ensemble. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui Anthony dans le podcast. Bienvenue à toi. Eh ben, salut Grégory, merci, merci beaucoup. Je suis ravi, aussi. Alors juste petite précision pour le côté complément alimentaire, ça c'était dans une autre vie entre guillemets, parce que je l'ai fait il y a une quinzaine d'années à peu près, mais depuis 10 ans, j'ai plus du tout de lien quel qu'il soit avec des marques de compléments alimentaires. Donc je le précise parce que je pense que c'est important vis-à-vis des discours qu'on pourra tenir, à savoir que je n'ai aucun conflit d'intérêt, avec une marque, de micronutrition ou d'alimentaire quelle qu'elle soit, même si effectivement j'ai eu l'occasion de créer mon laboratoire, fut un temps quoi. Donc voilà. Oui, oui, bien sûr, bah, tu nous expliqueras plus la démarche entrepreneuriale qui est derrière, au-delà des produits en eux-mêmes et puis surtout, qu'est-ce qui t'a fait passer d'une étape à une autre dans cette vie, de différents projets entrepreneuriaux? OK, avec plaisir. Donc Anthony, ça fait déjà pas mal de temps qu'on se connaît en fait, puisqu'on s'est croisés, dans différentes vies, à la fois, quand tu étais toi-même consultant, on a eu des clients communs. On a même eu la chance, ça c'est les hasards de l'histoire, d'être colocataires dans nos bureaux puisqu'on t'a accueilli dans les locaux de Tout l'agence à fait. Nutrikeo pendant quelques semaines. Ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'après tu as changé de région. Mais voilà, on a eu différentes occasions de se croiser. Oui, tout à fait et d'ailleurs, j'étais en train de me dire que la première fois où on s'était vu, c'était pour, un comité scientifique. Je sais pas si tu te rappelles de Tout à fait. Forking, voilà donc très sympa et puis, effectivement, on avait commencé aussi notre aventure, entrepreneuriale, à la même époque, chacun pour notre domaine d'activité donc, moi ça fait une quinzaine d'années en fait, hein, si Exactement, ouais, exactement, c'est ça. puisque nous, Nutrikeo, on va fêter nos 15 ans, très prochainement dans les prochains mois, donc c'est exactement ça. C'est ça, ouais. Bah, en tout cas, ça me fait plaisir de participer à ton podcast et puis de passer un petit temps ensemble pour discuter de nutrition. Mmh. Eh beh, merci beaucoup. Alors justement pour rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Alors qu'est-ce que tu as mangé au petit déjeuner ce matin? Alors si je te dis que j'ai mangé un croissant, une baguette de pain avec, du jus d'orange et de la confiture, est-ce que tu me crois? Te connaissant, non, puis je vais expliquer pourquoi je ne te crois pas. Alors explique-moi avant que je te donne la réponse. Ah parce que pour la petite histoire et c'est ce que j'explique, à mes équipes, c'est grâce à toi que je mange des œufs le matin. Voilà, après OK. avoir lu tes différents contenus il y a quelques années à ce sujet. OK et ben, donc c'est exactement ce que je mange, effectivement 2 œufs, plutôt coq ou mollet en général, une bonne poignée d'oléagineux, noix, noisettes, amandes donc moi je suis plutôt sur une base de 50-60 grammes donc c'est même presque 2 poignées et puis, une pomme en l'occurrence, voilà si je détaille le petit déj avec un thé et on a fait le tour pour ce matin donc Ah bah super, donc complètement à l'opposé du petit déj à la française, croissant, pain, confiture et jus d'orange. exactement et puis bon, j'essaie d'être, cohérent aussi entre, les conseils que je peux proposer et puis ma réalité du quotidien. Alors on n'est jamais, parfait, hein, bien entendu, mais pour le coup, au niveau du petit déjeuner, c'est vrai que, j'en parle souvent, je trouve que c'est d'un point de vue pédagogique très intéressant parce que les personnes qui vont faire un test de petit déjeuner, par exemple avec les œufs, les oléagineux, le fruit, voient la différence du jour au lendemain par rapport à un petit déj avec, je parlais de pain, confiture, jus d'orange et autres, parce que l'impact en fait sur la glycémie pour le coup est rapide, hein, c'est l'équivalent de quelques heures et sur la vigilance, la concentration, voire l'aspect physique, en fait, on s'en rend compte tout de suite. Donc, en 2 essais, c'est-à-dire un jour et le lendemain, on peut véritablement voir, en fait, une évolution et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que quand on parle de nutrition, parfois, on est dans une logique de moyen, voire long terme. Quand on parle d'oméga 3, d'antioxydants et autres, avant de voir des effets, réels au sens, significatif et visible et ben, ça peut demander, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et là, avec le petit déjeuner, c'est pour moi une porte d'entrée pédagogique, que
que j'aime beaucoup. Donc, merci de la question, du coup, j'en profite pour rebondir dessus. Ouais, très bien, merci pour les conseils. Et tu te définis comme un nutritionniste spécialiste des enjeux systémiques de l'alimentation. Alors nous, on aime bien l'approche systémique c'est Nutrico, ça nous parle pas mal, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends, derrière cela? Ouais, alors c'est une terminologie que j'utilise depuis, relativement peu de temps, parce que je savais plus trop comment me qualifier à force d'avoir fait, différentes, révolutions nutritionnelles comme j'ai l'habitude de le dire. Et donc, avant d'expliquer l'aspect systémique, pour, rapidement donc, rappeler mon parcours, on parlait de micronutrition, de compléments alimentaires. C'est vrai que ça a été, dans les débuts des fin des années 2000, tout début des années 2010, pour moi une spécialité que j'ai beaucoup, regardée parce que je trouvais que l'approche, micronutritionnelle était très intéressante en opposition à l'approche, diététique, calorique, classique. Mais je dis souvent qu'elle est devenue un peu l'allopathie de la nutrition. C'est-à-dire qu'on a parfois tendance à avoir un regard isolé, avec un principe actif, parfois dans des dosages quasi pharmacologiques. Donc on s'éloigne de l'approche alimentaire et de la notion de matrice alimentaire qui m'est très importante. Donc pour moi, ça a été une première révolution. La deuxième a commencé quand j'ai commencé à enseigner à l'EPFL, donc à l'École polytechnique de Lausanne, sur les enjeux mondiaux de l'alimentation, toutes les projections 2050, que ce soit sur des aspects écologiques, donc sur les émissions de gaz à effet de serre, sur la perte de biodiversité, les aspects géopolitiques, les aspects sanitaires, les aspects hydriques. Donc, quand on parle de nutrition, c'est vrai que souvent on a une vision liée à la santé individuelle et c'est mon métier à la base. Là, j'ai fait un virage je veux dire à 180 degrés parce que, bah, j'ai ouvert les yeux sur d'autres problématiques liées à la nutrition, pour lesquelles j'étais sensible à titre personnel, mais que j'avais pas exploré dans la littérature scientifique en détail et encore moins dans le cadre d'un enseignement, à ce niveau-là. Donc, ça m'a apporté un regard, pour le coup, bien plus systémique et dans les 10 dernières années, j'ai beaucoup, exploré aussi l'approche évolutionniste, c'est-à-dire, en gros, d'où on vient, avec quel bagage génétique et comment on s'adapte ou non à notre environnement actuel. Et donc quand je parle des enjeux systémiques de l'alimentation, pour moi, c'est un peu tous ces éléments-là, c'est-à-dire d'essayer d'avoir un regard le plus holistique possible, le plus résilient aussi par rapport aux enjeux écologiques auxquels on va être, confronté et en considérant les aspects, de santé, voire, thérapeutiques si on parle de pathologie. Parce que je dis souvent quand on croque dans une pomme et ben, en fait, on croque, beaucoup de choses. On va croquer, des nutriments, bien sûr, on va aussi croquer des contaminants parfois ou j'ai envie de dire, souvent avec des proportions et des natures variables en fonction de l'environnement dans lequel on évolue. On a aussi un impact, écologique. On a un impact éthique, social parfois. Donc, on a un impact, également, de convivialité, religieux parfois, un impact, de notre Madeleine de Proust, c'est-à-dire de nos souvenirs et cetera. Donc, en fait, il y a tellement de dimensions autour de l'acte alimentaire que, bah, plus j'avance dans le temps et ça fait 30 ans que je m'intéresse à la nutrition, donc, ça commence à faire un bon petit, moment. Et plus j'essaye d'avoir cette vision la plus globale et la plus systémique, possible. Donc voilà pour Alors, tu simplifier. as évoqué un aspect que je trouve très intéressant et pour le coup, très innovant dans l'approche de la nutrition qu'on n'avait pas trop abordé jusqu'à présent, c'est cet aspect, le lien avec l'évolution. C'est vrai qu'autant l'impact de l'alimentation sur la santé, on en a déjà parlé, voilà, depuis quelque temps. L'impact de l'alimentation sur la planète, on en a parlé de plus en plus, mais ce lien avec l'évolution, il est très nouveau. Donc si tu peux nous en dire un peu plus sur ta vision évolutionniste de l'alimentation. Alors je sais pas si c'est l'évolution qui influence l'alimentation ou l'alimentation qui influence l'évolution ou les 2, j'en sais rien. C'est les Ouais. 2. Voilà, C'est quoi c'est les c'est 2. quoi les grands principes qu'il faut avoir en tête par rapport à ça? Alors, ça peut être une longue histoire, donc on pourrait passer, je pense, tout le podcast à en parler, mais pour être, assez concis, c'est, en fait, effectivement, comprendre quels ont été les facteurs, environnementaux, en fait, d'adaptation et qui font qu'aujourd'hui, on va être, adapté à notre environnement tel qu'il est, mais avec aussi un bagage historique, lié à ces évolutions. Pour donner quelques exemples, le lactose, par exemple, est très connu au sens de l'intolérance au lactose et on sait que la plupart de la population qui va être d'origine africaine ou asiatique, par exemple, va présenter une intolérance au lactose, contrairement à des populations caucasiennes. En tout cas, on a des proportions qui sont variables.
Et une des hypothèses est liée en fait au flux migratoire depuis le néolithique, donc qui est la période à partir de laquelle on a commencé l'élevage et avec certaines populations qui ont plutôt utilisé la fermentation pour la conservation du lait, d'autres ont consommé davantage de lait liquide en tant que tel. Et donc ça nous a laissé un bagage génétique d'activité lactasique qui explique aujourd'hui qu'on peut avoir des tolérances variables. Un autre exemple, c'est celui des oméga 3, où donc on parle beaucoup des oppositions entre oméga 3 et oméga 6, d'un ratio d'à peu près 1,3 à 1,5 entre les 2 et parfois aussi des ratios entre les oméga 3 à longue chaîne et les oméga 6 à longue chaîne, donc le PA et DHA d'un côté, l'acide arachidonique pardon, de l'autre. Et pour synthétiser, pour métaboliser ces acides gras à longue chaîne, on fait appel à des enzymes qui sont des désaturases, des élongases, et en fonction de nos origines ethniques, on a un niveau d'activité qui va être très variable. Ce qui fait que certaines populations vont avoir beaucoup de mal à métaboliser des oméga 3 à longue chaîne, d'autres au contraire vont avoir une forte facilité, ce qui va forcément influencer en fait sur nos recommandations et sur les modèles alimentaires qu'on peut y associer. Donc voilà, je pourrais développer comme ça beaucoup d'exemples, mais c'est les deux qui me viennent spontanément à l'esprit. Sur l'amidon, par exemple, aussi, on voit qu'en fonction des populations et de l'instauration de la culture, en fait, on a là aussi des activités amylasiques qui peuvent être très différentes. Et dans l'autre sens, c'est-à-dire non, l'effet de l'environnement sur l'expression de nos gènes, on en arrive à un terme que tu dois bien connaître et que tu as peut-être déjà abordé, qui est l'épigénétique, Mmh. c'est-à-dire l'effet de l'environnement au sens large sur l'expression de nos gènes et notamment l'alimentation. Aujourd'hui, on sait que c'est un facteur de modulation épigénétique très important. Et, donc, en fait, on a des interactions permanentes, c'est-à-dire on a notre bagage génétique qui va nous faire nous adapter à un environnement et inversement, notre environnement va influencer sur l'expression de nos gènes, voire potentiellement sur des mutations. En fait, on considère de plus en plus que l'épigénétique, c'est le point de départ en fait d'une évolution qui va perdurer au cours du temps, où l'empreinte en fait sélective naturelle est tellement forte que on va être amené à développer une mutation en tant que telle. Donc ça se fait bien évidemment pas à l'échelle d'une génération ou de deux. Ça se fait donc au cours du temps, si encore une fois la pression sélective est suffisamment forte et présente un intérêt pour l'évolution de l'espèce. Mais l'épigénétique, en fonction de ce qu'on a mangé ce matin ou hier, du fait qu'on ait bougé ou pas, on a déjà créé des empreintes épigénétiques. Donc on voit qu'il y a beaucoup de vitesses différentes, mais en tout cas, on a un bagage qui est le fruit de tout ça. Et l'objectif, c'est de voir comment on peut l'optimiser tout simplement dans l'environnement dans lequel on est aujourd'hui. Ouais, super intéressant et donc toutes ces années de recul, parce que tu dis que ça fait 30 ans que tu étudies et que tu travailles et que tu prends la parole sur la nutrition. Je sais que tu as énormément décortiqué, les études scientifiques pour essayer de sortir un peu la substantifique moelle de tout ça. Le fruit, concret de tout ce travail, c'est notamment la parution de 2 livres cette année, qui sont un peu la synthèse de toute ton analyse et de toute ta connaissance. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Donc déjà, parler des 2 livres et puis surtout, nous donner un peu les grands concepts fondamentaux de la nutrition que tu as fait émerger de toute ton analyse pour Mmh. le partager avec, les gens qui nous écoutent. Ouais, bah, avec, grand plaisir. Et puis quand je parle de 30 ans, bah, on a à peu près le même âge, je pense tous les 2, donc ça veut dire que je m'y suis intéressé tôt. En fait, heu, à peine jeune ado, à 12, 13 ans, en fait, je me mettais déjà à lire des ouvrages de nutrition, là où d'autres vont lire, d'autres sujets. Et puis j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de France junior de triathlon, donc d'avoir une vie d'athlète de haut niveau. Ce qui fait que j'ai intégré, en fait, la nutrition extrêmement tôt et puis j'ai décidé d'en faire, mes études, mon métier par la suite. Donc voilà, c'est pour la petite, parenthèse des 30 ans. Ouais et on Pour, reparlera sport juste après de toute façon. Ah ouais, bah, avec grand plaisir. Pour les livres, oui, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire c'est le fruit, c'est la synthèse un petit peu de ce que moi j'ai compris, alors sans aucune prétention à ce niveau-là. Par contre, j'ai essayé d'être le plus objectif possible et de mettre à plat toutes les croyances nutritionnelles ou en tout cas les principales croyances liées à l'actualité, nutritionnelle. Quand on parle de gluten, quand on parle de lait, quand on parle de végétalisme, de véganisme, de flexitarisme, et cetera. Bon, on pourrait aussi le bio, on pourrait développer un certain nombre de sujets, mais sur la base de la littérature scientifique récente. C'est-à-dire essayer de sortir en fait du cadre des croyances
pour voir ce que nous dit la science récente et comment on peut justement compiler ces données-là dans une approche la plus globale possible. Parce qu'on en arrive très souvent à des modèles différents, voire opposés parfois, ou contradictoires, parce qu'en fonction de la population cible, on peut avoir un modèle qui sera tout à fait adapté ou un modèle qui ne le sera pas par rapport à une autre population ou une autre indication. Au final, on est dans une vraie cacophonie nutritionnelle, que ce soit pour les particuliers, les patients, et aussi pour les professionnels, y compris de la nutrition, parce que on a tellement de courants différents et sans avoir forcément le temps de se baser justement sur la littérature scientifique pour essayer d'en extraire quelque chose de, si ce n'est juste, en tout cas, encore une fois, le plus objectif possible. Et ça a été vraiment l'objectif de ces livres. Alors, j'ai envie de dire le livre parce que le principal, en fait, est un pavé d'un peu plus de 1000 pages qui compile plus de 10 000 publications scientifiques référencées dans l'ouvrage. Donc, ceux qui aiment bien les publications pourront regarder ça en détail. Et le deuxième est la synthèse plus vulgarisée du premier. Alors, il fait quand même 400 pages, il y a 2000 publications, donc c'est quand même assez consistant. Mais c'est d'essayer, en fait, là aussi, à partir de tout ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire l'alimentation, la notion de micronutrition, la notion de transformation et notamment d'impact sur la matrice alimentaire, la logique écologique et environnementale, la logique évolutionniste, et ben, comment on essaie de compiler tout ça pour en faire une recommandation la plus simple possible, la plus pratique pour les consommateurs au sens propre du terme, les gens qui vont consommer des aliments. Et ça, c'est le premier livre qui s'appelle Du bon sens dans notre assiette, qui a été, donc qui est paru chez Actes Sud en début d'année, et qui aborde beaucoup de clés pratiques en fin d'ouvrage. Le 2e qui s'appelle Le traité de la pleine santé par l'alimentation durable, lui est paru chez Duno au mois de juillet, donc c'est tout récent, à une approche plus développée forcément, plus technique parfois. Donc c'est un livre qui se destine davantage à des professionnels de santé, des scientifiques ou des personnes très férues du sujet. Mais finalement, le fond est le même, mais la façon de développer et d'argumenter est différente. Et notamment dans le dernier, il y a beaucoup de protocoles par rapport à un certain nombre de pathologies, de troubles, un vade-mecum sur la micronutrition, sur les principaux marqueurs nutritionnels en matière de biologie. On avance beaucoup, on a de plus en plus à disposition des marqueurs intéressants pour accompagner les patients en termes en consultation. Pardon. Donc voilà, le dernier essaie de compiler toutes ces données. Je me suis dit, comment je peux présenter un ouvrage le plus complet possible, d'après ce que moi j'ai compris de la nutrition, aux professionnels ou aux personnes qui sont le plus avertis en nutrition, quoi. Voilà. Ouais, super intéressant. Donc, c'est le la forme change, mais le contenu est globalement le même. C'est quoi les 5 piliers d'une bonne nutrition alors dans ces 2 ouvrages? Enfin, Alors, s'il y en a 5 ou si c'est possible de le résumer aussi facilement? ouais, alors du coup, j'en mettrai 7 si D'accord, tu bah, me permets, parfait. Très bien, très parce bien. que je parle beaucoup des 7 piliers nutritionnels, notamment, donc l'impact l'alimentation et du mode de vie. Parce que on parlait de sport, tout à l'heure, je suis très, sensible et sensibilisé à l'intérêt de l'activité physique sur la santé. J'aborde aussi la partie, liée au stress, psycho bah, au à la gestion psycho-émotionnelle, au sommeil, aux contaminants et cetera. Mais si on reste sur le cadre purement alimentaire, c'est quel est son impact sur la régulation insulinique? On évoquait la notion de petit déjeuner, tout à l'heure qui est pour le coup, encore une fois, un exemple très caricatural de l'impact de l'alimentation sur cette régulation de glycémie et surtout la sécrétion d'insuline. Donc pour moi, ça, c'est le 1er pilier. Le deuxième, c'est la régulation oxydative. On parle beaucoup du stress oxydatif comme étant, le grand coupable et au contraire, en fait, c'est un élément, informationnel, c'est un médiateur. Donc quand je dis un, en plus, ce sont, on devrait lui dire au pluriel puisqu'en fait, il y a énormément d'espèces radicalaires oxygénées, de systèmes, en fait, de régulation oxydative et c'est ce qui est à la base, en fait, de notre évolution et de notre adaptation. C'est-à-dire que c'est par le stress oxydatif qu'on va développer nos capacités et notamment à travers un principe qu'on appelle désormais le principe d'Hormèse, où justement, c'est un peu l'histoire de Paracelsus, la dose fait le poison, c'est-à-dire qu'un même composé peut avoir un effet positif ou délétère
en fonction de sa nature, de sa durée d'exposition, de son amplitude, mais aussi de l'hôte qui va recevoir ce stress. Et je ne vais pas le développer là, mais on pourra en reparler tout à l'heure C'est le si. stress hormétique, hein, tel Et- que tu le décris dans le livre. voilà, exactement, c'est C'est ça. passionnant ce passage-là, ouais. Ah oui, oui, parce que c'est ce qui explique, en fait, pour beaucoup, en fait, notre capacité d'adaptation. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être stressé, on a besoin de sortir de notre zone de confort au sens, cellulaire du terme, pour créer justement des adaptations qui seront positives. Et notamment, et ça me permet d'enchaîner avec un autre pilier qui est le pilier de la mitochondrie, et parce que cette notion de stress hormétique et de régulation oxydative est très dépendante du fonctionnement mitochondrial. La régulation immunitaire, qui est aussi un point essentiel, la régulation au niveau hépatique, et notamment sur la détoxication du foie, parce que le foie a beaucoup de fonctions, et souvent on a ce terme un petit peu galvaudé de détox, donc je préfère plus parler d'élimination des xénobiotiques, qui me paraît un peu plus pertinent, plus précis en tout cas au niveau du sens à donner à tout ça. Et le tout, alors je sais pas combien j'en ai dit, si j'en ai dit 5 ou 6, Je mais crois qu'on est à 5, ouais. 5. Alors attends, je vais en trouver un autre. Le sixième, c'est l'inflammation de bas grade, ça c'est évident. Que Et tu ah différencies si, bien de sûr, l'oxydation? oui, oui, pardon, et D'accord. je vais te répondre après, mais juste pour le dernier, puisqu'en fait, la notion d'inflammation est la résultante de tout ça. Donc celui que j'ai oublié, c'est le microbiote intestinal, Oui, bien évidemment, tellement évident que du coup je le je l'oublie. Et donc le dernier pilier, c'est cette notion d'inflammation positive ou d'inflammation de bas grade si on parle de désadaptation, puisqu'effectivement, cette inflammation, elle va être dépendante, de l'ensemble des piliers, c'est-à-dire de la régulation oxydative, du métabolisme mitochondrial, de l'intégrité du microbiote et globalement de l'écosystème intestinal, de la capacité de détoxication du foie, du fonctionnement immunitaire, et en fait de tout ce qu'on a évoqué. Donc la- je développe énormément effectivement cette logique d'inflammation et de stress hormétique parce que, encore une fois, c'est ce qui nous a permis d'évoluer au cours du temps. Et je donne l'exemple du sportif, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'un athlète va être capable de faire un marathon ou un triathlon, ou un Ironman ou l'ultra trail, etc. C'est la capacité à associer différents stress hormétiques et des périodes de récupération adaptées par rapport à sa capacité du moment. On ne va pas s'amuser du jour au lendemain à faire 4 heures de course à pied, au risque de se blesser, au mieux d'être courbaturé et autres. On va être très progressif. Si on est sédentaire, et ben, on va commencer par quelques minutes en trottinant, on va marcher, trottiner, et puis on va augmenter comme ça la durée, puis la durée de course à pied. Donc en fait, on crée des stress hormétiques, des désadaptations qui sont locales, contrôlées, ponctuelles, que la cellule est à même de gérer, notamment la mitochondrie. Et si on y associe une capacité une période de récupération adaptée, et ben, on va progressivement comme ça améliorer nos capacités, nos performances, notre endurance, notre résistance, nos chronomètres de manière générale. On va être moins blessé, et donc on est dans un schéma qui est vertueux. Et à l'inverse, si on a un curseur en fait qui est mal placé, c'est-à-dire qu'on va être trop exigeant par rapport à notre capacité du moment, et la notion de moment est très importante à ce niveau-là, et ben là on va tomber effectivement dans le risque de blessure et de fatigue et de perte de motivation ou autre. Donc l'activité physique est un des rares éléments volontaires de création de stress hormétique, contrairement à d'autres facteurs qu'on peut subir, mais qui pour moi est une bonne illustration en fait de cette logique. Et quand on regarde justement en termes d'évolution et dans le vivant, en fait, on a énormément d'adaptations qui se font par cette logique de stress. Donc, c'est effectivement pour moi la résultante de tous les piliers et que j'évoque à travers cette logique d'inflammation, encore une fois, soit positive, adaptation, soit de bas grade et point de départ d'un ensemble de troubles fonctionnels, voire de pathologies qu'on connaît bien, hein, que sont le diabète de type 2, l'obésité, l'insulinorésistance de manière générale, la dysbiose, les maladies neurodégénératives, les maladies auto-immunes, le cancer, etc. Toutes ces pathologies ont un point commun, c'est l'existence d'une inflammation de bas grade. Alors la dysbiose, c'est plus un mécanisme qu'une pathologie. Là, j'ai raccourci, je pensais plus aux maladies inflammatoires chroniques intestinales ou autres. Et donc avec des proportions variables, c'est-à-dire que dans toutes ces pathologies, on a toujours une part génétique et une part environnementale.
notamment épigénétique. Et donc, ce sont des vases communicants, parfois avec une grande part génétique, une petite part environnementale et l'inverse pour d'autres. Mais on a toujours, en fait, ce point commun d'une désadaptation à un contexte particulier qui va créer le trouble, voire la pathologie. Et c'est là où la logique d'évolution est très intéressante. Certains auteurs parlent de mismatch hypothesis et je trouve que c'est une bonne expression qu'on pourrait traduire en français de manière un peu élargie à aux maladies de la désadaptation évolutive. C'est-à-dire que ce qui nous a permis de nous adapter à un moment donné et de manière progressive au cours du temps, au regard de la vitesse à laquelle aujourd'hui on bouleverse notre environnement, notre mode de vie, la sédentarité, les contaminants, tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, et ben finalement, ça se retourne un petit peu contre nous. Et l'insulinorésistance, par exemple, si on n'avait pas eu ce métabolisme insulinique au cours du temps, et ben, on n'aurait certainement pas été aussi nombreux à survivre en termes d'ancêtres en tant que tels. Euh, donc c'est passionnant parce qu'en fait, ça montre à quel point la biologie est logique, en fait. Elle est dans le bon sens. J'aime beaucoup parler du bon sens biologique et malheureusement, on se rend compte à quel point nous, on crée, un environnement, un mode de vie qui n'est pas logique du tout par rapport à cette biologie. Qu'on parle d'aliments ultra transformés, qu'on parle de contaminants encore une fois, de sédentarité ou au mieux du défaut d'activité physique, d'un stress, chronique. Avant, on avait des états de stress, mais qui étaient importants avec des phases de repos. Aujourd'hui, on est toujours dans des états lancinants, pernicieux et qui crée en fait cette désadaptation au long cours. Donc, en fait, on parle beaucoup des maladies dites de civilisation, et je trouve que c'est un terme intéressant, alors qui est parfois galvaudé, mais en tout cas dans l'état d'esprit, parce que lié à notre mode de vie, voilà, avec des proportions variables en fonction de la pathologie considérée, quoi. C'est la raison pour laquelle dans le sous-titre de ton premier livre sur le bon sens dans l'assiette, tu évoques le chasseur-cueilleur. C'est Oui. parce qu'en fait, on a un organisme qui physiologiquement est encore, un organisme de chasseur-cueilleur avec des mécanismes qui, à l'époque, étaient des mécanismes de survie, hein. L'inflammation, j'imagine que c'était pour, faire face, à des blessures et à des choses comme ça. Le stress, c'était pour réagir aussi à des dangers, immédiats. Puis l'histoire de l'insuline, j'imagine que c'était pour stocker, de l'énergie et des réserves dans des périodes, un peu de disette. Sauf que là, ça s'est retourné contre nous parce qu'on a complètement modifié notre environnement à une échelle que l'évolution pour le coup, n'a pas été capable de suivre. Ouais, tout à fait. Alors, et quand on parle, justement donc le sous-titre exact, c'est «Ce que nous avons oublié de nos ancêtres Ah chasseurs-cueilleurs». voilà. Mmh. Voilà, donc il s'agit pas de dire qu'on va manger paléo, et d'être dans la nostalgie de se dire que c'était mieux avant. Pas du tout. D'ailleurs, le modèle paléo en soi, est une hérésie. C'est-à-dire que quand et c'est ce que je développe beaucoup dans les livres et notamment dans celui qui est le plus complet, c'est que selon les latitudes, on avait des modèles alimentaires qui pouvaient être, très différents, voire opposés. C'est-à-dire que sur les latitudes faibles, donc sur les proches Centrafrique, on avait une alimentation à dominante, glucidique, donc des fruits, des légumes, des tubercules, et on avait peu besoin en fait de produire de chaleur puisqu'on est déjà dans un environnement qui est chaud. Et on a évolué, notamment quand on parle du paléolithique, sur l'espace de plusieurs centaines, voire millions d'années, et avec des flux migratoires qui ont parfois on fait évoluer les populations vers les pôles, donc des hautes latitudes où il fait froid, et donc la nécessité d'utiliser l'énergie pour se protéger justement du froid, et une alimentation avec davantage de graisses, de protéines, moins de fibres et beaucoup moins de glucides. Et j'aime beaucoup évoquer un mouchard génétique qui est l'ApoE, l'apolipoprotéine E, où on en parle beaucoup, notamment vis-à-vis de la l'ApoE4, puisqu'il y a un polymorphisme génétique important. Et donc le lien entre la l'ApoE4 et la maladie d'Alzheimer et justement les diabètes de type 2. Et ça, c'est très lié donc à l'insulinorésistance, raison aussi pour laquelle on parle de plus en plus d'Alzheimer comme un diabète de type 3 potentiellement, parce qu'il y a effectivement un mécanisme d'insulinorésistance. Et on sait qu'en fonction de ce polymorphisme génétique, on a une prédisposition plus ou moins importante parce que ce marqueur, en fait, est un peu le fruit
des adaptations mitochondriales qui ont lieu au cours du temps et notamment de ces modèles alimentaires, ancestraux. Donc ça veut dire que si vous êtes à peau E2 ou O3, pour faire simple, vous aurez une prédisposition à manger davantage de graisse probablement. Alors c'est pas une vérité absolue, hein, c'est bien sûr à personnaliser, mais ça donne une tendance. Et à l'inverse, quelqu'un qui en a peau E4 aura plutôt tendance à avoir un modèle glucidique, mais aura aussi une sensibilité à l'insuline importante qui pourra l'amener à développer de l'insulinorésistance si l'environnement n'est plus adapté. Donc c'est là où le fait de croiser les données évolutionnistes nous permet de comprendre un certain nombre de mécanismes. Et encore une fois, quand on parle du néolithique, c'est 10 000 ans, c'est-à-dire l'apparition de la culture, de l'élevage. Ça nous paraît extrêmement éloigné quand on regarde ça de 2023. Mais à l'échelle de notre évolution, Homo sapiens, c'est 300-400 000 ans, on va dire, sur le développement massif. C'est un peu plus de 500 000 sur les premières traces. Si on parle d'hominidés ou d'homininés, on est à plusieurs millions d'années. Donc en fait, même cette première révolution nutritionnelle qui a été le néolithique, qui nous paraît extrêmement éloigné, a été un premier bouleversement avec des changements parce que on passe d'un modèle de chasse et de cueillette de baies ou autres à un modèle où effectivement on va consommer davantage de céréales, de légumineuses puisqu'on va les cultiver. On va avoir une exposition aux animaux beaucoup plus importante puisque on est dans l'environnement direct avec eux. Donc un développement des zoonoses à ce niveau-là, une modification de l'alimentation aussi de l'animal par rapport à ce qu'il pouvait avoir de manière sauvage. Donc ça n'a rien à voir avec notre modèle intensif de 2023, mais il y a déjà une première empreinte de l'homme en fait sur la disponibilité alimentaire et à partir de cette période de néolithique qui est très fraîche en fait, très récente à l'échelle de notre évolution, quoi. Ah, super intéressant. Donc là, on comprend bien, ce que tu entends derrière le côté évolutionniste, en effet. Ouais. On va revenir sur, une thématique que tu as abordée, rapidement, qui est le sport. Donc on a compris que tu avais eu un passé de sportif, d'athlète de haut niveau, hein, en faisant partie de l'équipe jeune France triathlon. Et du coup, tu as toujours gardé un pied, dans le sport, bah, probablement aussi dans une pratique personnelle, mais beaucoup, professionnelle, puisque tu as créé des ponts entre la nutrition et le sport et tu es, encore, je crois, investi dans, le monde du sport, que ce soit le triathlon ou l'ultra trail aussi, puisque j'ai vu que tu coachais, alors je sais pas si c'est encore le cas, mais certains ultra trailers très connus sur la place. Donc voilà, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et nous expliquer quelle est ton implication dans le monde de la nutrition sportive? Ouais, ouais, alors avec, plaisir, c'est vrai que c'est mon domaine historique en fait, hein, d'affinité, on va dire, par rapport à la nutrition où j'évoquais, déjà à titre personnel. Et donc très très tôt, à 19 ans, j'ai déjà commencé à faire des formations pour les cadres fédéraux de la fédération de triathlon. Donc en fait, c'est ce qui m'a mis un peu le pied à l'étrier de l'enseignement, alors que j'y pensais pas du tout en soi et ça m'a beaucoup plu et raison pour laquelle, je continue encore, aujourd'hui. Donc là, effectivement, je me suis beaucoup impliqué dans le triathlon parce que c'était mon sport d'origine, dans les sports d'endurance de manière générale. Donc j'ai suivi beaucoup d'équipes de France. Donc tu parlais du trail, de tout ce qui est hors stade, donc l'équipe de France de 24 heures par exemple. Les trailers, effectivement, j'ai la chance de côtoyer et de suivre pas mal de trailers connus aujourd'hui. Après, j'ai suivi des équipes olympiques dans d'autres disciplines. Donc, ça peut être le cyclisme sur piste, il y a eu le ski alpin, le canoë-kayak, des athlètes olympiques aussi sur le patinage artistique. Donc, d'autres sujets que l'endurance, mais tout aussi passionnants. Donc, oui, c'est vrai que j'ai toujours gardé cette affinité moi-même parce que voilà, encore une fois, je suis convaincu de l'importance de l'activité physique hein, en termes de prévention de santé et puis, quand on parle d'optimisation des performances, la nutrition joue un rôle important. Donc je suis toujours, impliqué, dans ce domaine, même si je parlais de mon enseignement à Polytechnique, donc à l'EPFL à Lausanne. Ça a été pour moi, encore une fois, un virage important parce que ça m'a vraiment, orienté et spécialisé sur les approches, écologiques et systémiques. Donc je me suis un peu éloigné on va dire du détail de la nutrition sportive pour me consacrer à d'autres aspects, mais qui au final sont très complémentaires. Encore une fois, quand on voit les recommandations de manière systémique, en fait, tout ce qu'on évoque sur des approches moyen et long terme seront aussi, bien sûr, importantes pour un athlète de très haut niveau. Et c'est souvent, je parle de la cerise sur le gâteau et non pas de l'inverse, c'est-à-dire le gâteau sur la cerise, quand on parle de nutrition du sport, parce que
on adore la recette miracle. On adore le produit qui va faire que, voilà, on améliore nos capacités, on prend de la masse musculaire, et cetera. C'est l'humain qui est un peu comme ça et plus c'est dithyrambique et plus on y croit et voilà et plus on est prêt aussi parfois à mettre des budgets importants. Il suffit de regarder, des prix de vélo, de matériel si on sort de la nutrition. Et en matière d'alimentation, eh ben, on va aller chercher, le gel, qui va bien, la barre qui va bien, la bonne boisson, et cetera. Sauf que ce qui va déterminer la performance, c'est justement la capacité à s'adapter au stress qu'on a évoqué tout à l'heure, qui sont, les mouvements musculaires et l'entraînement de manière générale. Et là, la nutrition du quotidien, l'alimentation joue un rôle fondamental. Et ça va être avant tout des produits bruts, une dominante de végétaux, d'huiles de qualité, d'oléagineux, de légumineuses, d'épices, d'aromates, et cetera. Donc on est bien loin d'un modèle, entre guillemets «miracle» et c'est ce qui va alors je dis ça de manière empirique, mais ce qui va déterminer 95 de la performance. Et après, on va effectivement aller affiner, sur les stratégies, péri-compétitives, donc avant l'effort, pendant l'effort, en récup et cetera, sur des phases de stage, d'entraînement particulier et c'est passionnant. Mais ça doit être la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire une fois que tout le socle, la base, est bien acquise et malheureusement, en fait, beaucoup d'athlètes vont aller chercher directement cet aspect, lié à la compétition ou à la prise de Nutrition de produits, l'effort, quoi. Oui. exactement, nutrition de l'effort et de produits associés, Mmh. plutôt que de réformer l'alimentation et on parlait du petit déj, voilà, d'aller manger un œuf le matin, de manger un peu plus de noix, noisettes, d'amandes, des huiles de colza, bon bref, des grands principes alimentaires qu'on connaît, mais qui eux, vont véritablement déterminer la performance sur le long terme, quoi. Ah oui. Parce que, quel est ton point de vue, toi, sur les produits justement, dits de nutrition sportive, qui sont dédiés, à l'accompagnement du sportif dans son effort? Est-ce qu'ils sont adaptés? Est-ce qu'on va vraiment assez loin dans l'innovation sur ces produits-là? Est-ce que ça fait pas plus de mal que de bien des fois? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, ça rejoint ce que je te disais là, c'est-à-dire que en fait, la question pour moi du produit pendant l'effort ne commence à se poser que dès lors qu'on a déjà Mmh. posé les bases. Donc ça vient en second lieu et ça vient pas avant. Alors que là, pour la plupart des personnes, c'est plutôt l'inverse. Est-ce qu'on va assez loin dans l'innovation? J'ai envie de te dire, pour moi, on va trop loin dans l'innovation. C'est-à-dire, c'est toujours cette logique un peu du produit miracle et autres, où effectivement, eh ben, on va encapsuler, voilà, des glucides, on va avoir, toute une série de procédés qui nous permettent en fait d'améliorer tel ou tel paramètre. Et pourquoi pas? Mais là, on est dans de l'élite, si tu veux. Donc, quand effectivement on va jouer quelques dixièmes de seconde ou, quelques secondes sur un marathon, oui, on peut se dire comment on va, comme une Formule 1, aller, affiner des micro détails et cetera. Au regard en fait des bénéfices que peuvent apporter je dirais encore une fois les changements du quotidien pour un athlète lambda, le rapport il se fait largement dans l'adaptation du quotidien que dans la boisson ultra technique, au risque en fait d'en perdre certains fondamentaux justement quand on va dans l'innovation. Et pour le coup, et j'ai évolué au cours du temps aussi entre 20 ans et aujourd'hui, j'ai plus la même vision à ce niveau-là. Je suis le plus, simple possible, c'est-à-dire qu'au cours de l'effort, la contrainte numéro un, c'est la contrainte digestive. Donc en fait, en prenant, je une pâte de fruits, voilà, plutôt qu'une barre, X ou Y, en prenant, des boulettes de riz sur de l'ultra trail, par exemple, et ben, on résout beaucoup de problématiques, qu'on n'arrive pas forcément à résoudre avec des produits ultra techniques. Donc c'est beaucoup plus économique pour l'athlète, donc pour son portefeuille, c'est bien. Pour son système digestif, on voit qu'il y a des solutions qui sont intéressantes. Il y a des adaptations à faire et je suis pas contre les produits du tout, mais pour moi, ils doivent être, bien cadrés, en fait, dans le contexte d'usage et selon l'adaptation ou la tolérance digestive de l'athlète. Donc, c'est c'est une pièce du puzzle, en fait. Et Mmh. quand on a cette vision du puzzle global, on en revient à l'approche systémique. Oui, là, on optimise, là, on est vertueux. Quand on ne voit que cette pièce et qu'on se dit qu'elle va remplacer toutes les autres, bah, le risque, c'est que ça passe pas et puis qu'on s'éloigne, en fait, de notre objectif de fond, quoi. Mmh.
Donc on le voit à travers tes différentes activités de nutritionniste, conférencier, auteur, on pourrait te qualifier de slasher de la nutrition pour, utiliser le terme ad hoc. Qu'est-ce qui t'anime dans tout ça et quelles sont les nouvelles activités que tu aimerais développer? Ouais, Puisque j'imagine que tu as encore, plus d'un tour dans ton sac. ouais, bah, des idées en tout cas. Voilà. Parce que je pense que mon tempérament, ma personnalité est comme ça. J'aime beaucoup, explorer. J'ai besoin effectivement de stimulation intellectuelle donc c'est et j'aime beaucoup cette vision, complexe, systémique des choses de manière générale donc je la mets en place dans mon métier à travers la nutrition, mais c'est quelque chose que j'ai voilà, de manière générale dans ma vie, j'ai envie de dire. Hem, Qu'est-ce qui m'anime? C'est surtout aujourd'hui la transmission. C'est-à-dire que, encore une fois, je n'ai pas du tout la prétention de savoir mieux que qui que ce soit. Par contre, j'ai exploré, j'ai étudié la littérature, quand je parlais tout à l'heure du livre, donc sur les 10 000 publications, sélectionnées, ça veut dire il y en a eu beaucoup d'autres, qui ne l'ont pas été. Donc j'ai mis 10 ans à écrire le livre. Donc si j'y rajoute la durée de lecture des biblios et cetera, ça c'est un temps qui est considérable parce que justement, j'essaie de compiler ces éléments-là pour le mettre à disposition des professionnels de santé dans un premier lieu, mais aussi de tous les publics, parce qu'effectivement, quand on fait une conférence ou le livre comme Du bon sens dans notre assiette, il va être ouvert à tout le monde. Dans les formations, on va plus être dans des milieux médicaux, paramédicaux ou dans les milieux du sport. C'est d'essayer de transmettre ce que j'ai compris, voilà, en étant le moins mauvais possible, voire voilà, le meilleur possible au sens de ce que moi je peux apporter, parce que, effectivement, c'est une place que j'aime bien. Après, il y a l'approche aussi thérapeutique puisque historiquement, j'avais mon cabinet, mes patients. J'ai toujours des patients. Malheureusement, j'ai plus le temps de, voilà, de ne faire que ça et c'est ce que je recherche aussi, hein, c'est une diversité un peu des activités. Et c'est important de garder un pied en fait, dans la réalité, voilà, du patient et de l'approche en fait, individuelle. Mais pour moi, elle est dans un cadre plus vaste qui est celui de transmettre et qu'on écrive, qu'on donne une conférence ou qu'on réalise une formation, finalement on est dans cette logique pour moi de transmission. Donc je crois que c'est vraiment le socle, me concernant et pour ce qui est de la suite et bon, en fait, qui est une continuité, là aussi. C'est vrai que je me suis rendu compte, au-delà du besoin de formation, du besoin d'automatisation d'un certain nombre d'éléments en consultation et j'ai déjà développé un algorithme de diagnostic nutritionnel, Qui s'appelle histo Olisane, hein, c'est ça? voilà, alors ça, c'est la toute nouvelle version, Ah oui, et il y a une exactement. version B2B aussi pour les pros de santé. Voilà, alors historiquement, donc il y avait, Evonutri, voilà, qui a été, que j'ai pas eu le temps en fait de développer, pour plein de raisons. J'ai eu pas mal de pépins de santé aussi ces dernières années, donc je l'avais mis de côté et là on a repris ça, effectivement en force et avec, Olisane que tu indiques qui est pas encore officiel, qui va sortir, très prochainement et l'idée c'est, de créer une plateforme en fait de diagnostic nutritionnel à partir des troubles fonctionnels, du mode de vie, de la biologie quand on en dispose, pour le professionnel de santé, donc pour l'aider en fait dans son analyse, dans son anamnèse et avec des propositions de recommandations, automatisées par les algorithmes que le professionnel peut bien sûr, moduler, changer, tout ou en partie. En fait, il reste bien sûr, maître et il ne s'agit pas du tout de se substituer. Au contraire, c'est de lui apporter une aide en cabinet et en s'appuyant notamment sur la logique des algorithmes et mon expérience que voilà, que j'ai développée, tout à l'heure et une version plus grand public effectivement qui est une plateforme plus simplifiée et donc qui est en lien soit avec le professionnel de santé, soit, pour un particulier qui a envie de faire un bilan nutritionnel tout seul. Mais l'objectif de fond, ça sera toujours de renvoyer vers un professionnel parce que pour moi, ça reste la base, l'essentiel. Donc, ça me prend beaucoup de temps. Donc je suis en plein dans ce projet-là. On a aussi une réforme de la formation parce que, Covid est passé par là, les confinements, les changements d'habitude, hein, et notamment de formation, font que donc j'ai un organisme de formation où on était surtout en présentiel, donc on a jusqu'à 40 jours de formation. Et là, on est en train de les basculer en modèle hybride, c'est-à-dire e-learning et présentiel. Donc là, c'est pareil, ça devrait voir le jour prochainement après une bonne année de mise en stand-by.
Donc voilà, sur des projets court terme, c'est déjà pas mal et puis après il y a il y a encore d'autres projets à moyen terme, mais on va y aller étape par étape, quoi. Donc D'accord, donc tu as déjà prévu le coup d'après pour 2024-2025? ouais, même un peu plus tard, je pense. D'accord, 2030. Bah, super. Voilà, Et je rebondis sur ce que tu disais sur la transmission parce que, ça me semble très important évidemment et nous aussi chez Nutrikeo, on a à cœur de simplifier, la complexité des sciences du vivant et la nutrition, c'est une science qui est éminemment complexe. Tu l'as bien dit. Toi, comment tu fais pour rendre accessibles tes connaissances scientifiques en nutrition? Parce que du coup, tu engranges énormément de data, tu lis énormément de publications et cetera et c'est quoi toi ta philosophie ou ta façon de faire pour rendre ça accessible bah, à la fois à des professionnels de santé qui sont pas tous experts en nutrition, mais je dirais encore mieux à du grand public qui est, pas scientifique et qui entend des messages de toutes parts. ouais, tout à fait. Bah, alors c'est vrai que la façon de communiquer et d'enseigner va pas être la même entre un professionnel et puis du tout public. Mais moi je crois, énormément au fait de comprendre, donc d'expliquer les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans le monde de la nutrition comme dans d'autres domaines, on nous apporte des discours, prémâchés, des solutions toutes faites et cetera et on nous propose de les appliquer. Moi, j'aime bien l'esprit critique, d'où les publications, d'où le livre et ce que je dis d'ailleurs, toute donnée que j'apporte aujourd'hui, elle ne demande qu'à être critiquée pour être révisée, pour être, parfois complètement modifiée parce que c'est ça qui nous fait avancer, en fait, c'est notre esprit critique et pour avoir du discernement et de l'esprit critique et ben, il faut avoir de la connaissance de base. Donc je développe beaucoup cet aspect, même pour du grand public, c'est d'expliquer. Voilà, mitochondrie, c'est quoi? À quoi ça sert? Alors avec, le maximum, d'images, de métaphores parfois parce que, bah, c'est ce qui permet de peut-être de mieux faire passer le message. Donc, c'est là où il y aura une différence entre du grand public et du professionnel. Pour le professionnel, parfois on va rentrer dans de l'ultra détail. Quand je parlais des évolutions, justement au niveau des mitochondries par rapport aux latitudes, ben, quand on parle d'insulino-résistance, on rentrera dans la logique d'hyperpolarisation membranaire des mitochondries, ce qu'on va pas dire à monsieur, madame, tout le monde parce que ça paraît un peu barbare comme discours, mais par exemple, la mitochondrie, je l'évoque souvent comme étant le hub biologique, c'est-à-dire l'intégrateur des stimuli environnementaux et hem et donc moi, je ne sais pas comment dire plus simplement que par la notion de faire comprendre, c'est-à-dire d'expliquer des mécanismes de base, de manière plus ou moins développée, pour avoir la capacité de discernement et surtout développer son esprit critique. Et moi, pour les professionnels de santé que je forme, et que ce soit à l'université sur les formations initiales, au-delà des formations continues, c'est toujours lire, lire et relire. C'est-à-dire lire des publications, vous forger votre avis, remettre en question voilà, tout, en fait, y compris mon propre discours, parce que c'est ce qui fera avancer tout le monde. La personne qui pose la question, la personne à qui on pose la question, ou alors on n'a pas envie, et dans ce cas-là, bah, justement, on est tous dans quelque chose de constructif, à mon sens. Donc, compréhension, esprit critique. Voilà, je crois que pour moi, c'est le nécessaire, c'est le prérequis, en fait, pour aller plus loin après. Voilà. C'est bien résumé et probablement que la population, les consommateurs, le grand public manquent de cet esprit critique par manque de compréhension tout Mmh. simplement, oui. Et puis on est dans un monde, je parle de la nutrition, où effectivement, on apprend le français, l'anglais, les maths à l'école et c'est très bien. Et on a perdu en fait l'apprentissage de l'alimentation, pourquoi pas de la nutrition, mais ne serait-ce que de l'alimentation, de la cuisine, et cetera. On a une évolution des habitudes alimentaires qui font que, bah, on a cuisiné de moins en moins, même si ça change à nouveau désormais, mais notamment depuis la fin de Seconde Guerre mondiale, les Trente Glorieuses, en fait, il y a une mutation profonde. On a une mutation, de disponibilité alimentaire avec la grande distribution. Aujourd'hui, je donne la caricature d'Homo modernus dans le livre, hein, là, qui est la personne qui va se faire livrer Uber Eats et autres voilà, devant la télé. Alors, il n'y a pas de jugement du tout quand je dis ça, c'est une caricature, bien sûr, mais qui montre que on a été jusqu'au bout d'un système de mise en confort, en fait. Et on a vu que notre évolution et notre santé, elle passe par de la sortie de confort en tant que telle. Et dans le mode de vie, mais là on parle de l'alimentation, c'est notre sujet, on a effectivement bah, créé un environnement qui met tout à disposition et qui évite de cuisiner, mais qui du coup est aussi sous l'influence de marques, sous l'influence de lobbying parfois, qui font que eh ben, on a perdu aussi
en partie cette capacité de discernement et d'esprit critique. Et aujourd'hui, les enfants sont beaucoup plus influencés par des publicités, devant l'écran, dans les smartphones et cetera, que par, l'éducation alimentaire, qu'elle soit faite par les parents ou à l'école. Et ça change dans le bon sens et c'est très bien. Mais on voit qu'il y a une influence de l'environnement, qui est telle que, eh ben, on n'a pas cette connaissance objective pour pouvoir développer encore une fois nos propres modèles alimentaires parfois, bah, si on va un peu plus loin. Donc, c'est pas simple, ce qui Mmh. fait que pour moi ça contribue à la cacophonie actuellement, quoi. Bien sûr, et on a perdu ce que tu évoques à très juste titre dans le titre de ton ouvrage pour le coup, qui est le bon sens, alimentaire. C'est ça. Ça devrait être inné, dès le plus jeune âge de faire des bons choix et sans que ce soit justement, une prise de tête. C'est ça et du bon sens et je vais même plus loin, de la biologie et du vivant et Mmh, c'est là où on parle d'évolutionnisme, où tu te rends compte que finalement, bah, encore une fois, on a eu des évolutions extrêmement positives, logiques, qu'on a ce capital, donc qui est une chance en fait, qui est quelque chose de très positif. Maintenant, c'est comment on l'exploite et on voit que là, aujourd'hui, on est un petit peu, en décalage à ce niveau-là, donc et y compris complètement. dans l'éducation. Mmh. Mmh. On approche de la fin de notre discussion, Anthony, mais je ne vais pas te laisser partir, sans poser la question rituelle. Alors, je sais que tu as déjà réalisé plein de choses dans ta vie, mais je te la pose quand même. C'est à partir de la citation: «Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait». Mark Qu'est-ce Twain. que toi, tu as réalisé d'impossible? Qu'est-ce que j'ai réalisé d'impossible? Rien, je crois. Parce que justement, je crois que j'ai pas fait de choses, entre guillemets, «extraordinaires», et encore moins d'impossibles. Hem, Bah, si je regarde le côté récent, c'est peut-être ce dernier livre où effectivement je suis très heureux qu'il soit sorti, parce que j'évoquais que j'ai eu pas mal de pépins de santé qui ont fait que, bah, j'ai dû mettre de côté, beaucoup de choses et ce livre a été un fil rouge pour moi. Ça a été un peu mon lien et du coup, bah, ça m'a forcé aussi à rester dans l'actualité, dans la littérature et de réussir à compiler ces données-là, encore une fois, je dis pas du tout que c'est impossible, mais ce qui me vient à l'esprit spontanément, c'est que je suis content de réussir à l'avoir sorti, en fait, en tant que tel, donc voilà, mais en fait, je réfléchis à ta question en même temps. Je crois que j'ai vraiment rien fait d'impossible. Je sais pas si je ferai un jour quelque chose qu'on pourra considérer d'impossible, mais ce qui est certain, c'est que j'aime bien sortir des frontières pour explorer justement. Donc ça fait un peu partie de mon ADN en tant que tel. Bon, bah, merci beaucoup d'avoir, mis, toute ta connaissance, au service de ces ouvrages qui, il faut quand même le reconnaître et je pense qu'on peut qualifier ça de quasiment impossible. C'est une synthèse qui est quasiment inédite sur le marché, enfin avec, enfin sur le marché si je puis dire, sur le marché de la connaissance en nutrition. C'est tellement documenté, tellement fouillé, tellement objectivé. C'est vraiment, 2 super ouvrages, qu'il faut qu'on recommande à tous nos auditeurs, quels qu'ils soient Bah, et il y a merci, beaucoup de connaissances à aller chercher, là-bas, très clairement. merci. C'est sympa. Bon, bah, écoute, merci beaucoup Anthony, ça a été un réel plaisir de partager cette discussion avec toi autour de la nutrition. Je crois Plaisir que je partagé et ouais, pardon. je crois que c'est la première fois, enfin c'est pas je crois, c'est sûr, c'est la première fois qu'on parle dans le podcast, de d'hormèse et de mitochondrie. Je pense qu'on a appris des choses. Alors moi j'avais déjà, lu ces notions-là dans le livre et j'adore ces 2 concepts que tu développes autour du stress hormétique d'une part et de la mitochondrie, d'autre part. C'est vraiment passionnant, ça a l'air un peu technique comme ça, mais c'est très, très bien expliqué. Donc merci d'avoir partagé ça avec nos auditeurs. Bah, vraiment, voilà, merci beaucoup pour, tout ce temps et cette connaissance que tu peux partager avec nous, dans tes livres, dans tes conférences, mais également à travers ce podcast. Ouais, bah, merci beaucoup à toi de m'avoir donné la parole, dans ce temps d'échange et c'est vrai que ça va vite. Là, ça fait, 50 minutes qu'on parle à peu près et il y a encore plein de choses à dire. On en est qu'au tout début, mais voilà, je pense que déjà ça donne une petite vision, aux auditeurs, voilà, d'ouvrir la porte, bah, une des portes qu'on a indiquées pour explorer un peu plus tout ça. Donc merci à toi, ça me fait vraiment plaisir.
Exactement, j'avais justement, évoqué ça avec mon équipe avec qui on a préparé l'émission. D'ailleurs, je les salue au passage, merci beaucoup, Béatrice et Mélie, pour m'aider à préparer tout ça. Je leur disais, «Ça va être trop court, ce podcast» parce que je sais qu'Anthony, il a plein de choses à dire sur la nutrition et que j'aurais plein de questions à lui poser. Mais on refera un autre épisode, pour creuser peut-être certains sujets quand tu auras tes projets 2024-2025, 2030 qui vont sortir. On aura l'occasion de se reparler. Avant 2030, j'espère pour le coup. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, Merci. merci à toi, très bonne journée et j'en profite pour rappeler à nos auditeurs et à nos auditrices que tous les épisodes sont disponibles sur votre plateforme de streaming préférée. Donc, je vous invite à aller y jeter une oreille et si ça vous plaît, bien évidemment, n'hésitez pas à donner une note et à partager autour de vous. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouvel épisode de Culture Nutrition, le podcast. Au revoir Anthony, à bientôt. Merci, à bientôt.